What is up, family? We have another Patreon request. We got Fuloscopy. I think I heard of that name before. Comment gérer 3 millions de pèlerins à la Mecque? Mecca? How will I put 3 million people, 3 million pèlerins? What the hell's a pilgrim? Bon. I'm just gonna watch. Sur ces images accélérées, Oh, quoi? vous pouvez voir What? Where are the bathrooms? Could you imagine being this person right here? See my mouth? You this person right here, and you're like, oh shit, I gotta piss. C'est où la salle de bain? C'est où? Excuse-moi, la salle de bain? Attends, ça c'est beaucoup de gens, ben, c'est 3 millions, mais in a I thought it was in a mosque, but in a Mecca? Mais c'est fou ça! Sur ces images accélérées, vous pouvez voir un des rituels du pèlerinage de la Mecque qui se tient tous les ans en Arabie Saoudite. Plusieurs centaines de milliers de pèlerins effectuent des circumambulations, c'est-à-dire des rondes, autour d'un lieu sacré, la Kaaba. En time-lapse, c'est encore plus impressionnant, c'est comme si la foule était une sorte de liquide tourbillonnant. Wow. Et on va voir que c'est pas juste une métaphore. Le pèlerinage de la Mecque, c'est un cas d'étude incontournable. Oui, je le connais celui-là. Il est bon. Et on va voir que c'est pas juste une métaphore. Wow. Le pèlerinage de la Mecque, c'est un cas d'étude incontournable pour tous les chercheurs qui s'intéressent au mouvement des foules. D'abord parce que c'est le plus grand rassemblement humain connu. Le nombre de pèlerins a atteint 3 millions de personnes en 2012, ce qui est vraiment beaucoup. Alors ce nombre s'est ensuite réduit pour des travaux d'aménagement puis à cause du Covid, mais il est de nouveau reparti à la hausse depuis l'année dernière. En comparaison, la foule gigantesque qui s'est réunie sur les Champs-Élysées après la victoire de l'équipe de France en 2018 n'était que de 300 000 personnes. Wow! Avec autant de monde, le rassemblement est aussi un des plus dangereux en termes de gestion de foule. Oui. Depuis les années 90, la Mecque est le théâtre de bousculades à répétition qui font à chaque fois entre quelques dizaines et plusieurs milliers de morts. Les fidèles se pressaient groupe après groupe pour lapider des stèles symbolisant Satan. Sur cette séquence qui retrace l'historique des accidents, il y a un point de transition important, c'est l'année 2006. Avec l'analyse des caméras de vidéosurveillance du pèlerinage, les chercheurs ont fait des découvertes majeures sur l'origine de ces accidents, et c'est à partir de ce moment que la tendance a changé. Avant 2006, on a en moyenne un accident tous les 3 ans pour 352 victimes à chaque fois. Après cette date, un seul accident en 18 ans, qui a certes été particulièrement meurtrier, mais on voit que la fréquence s'est fortement réduite. Alors qu'est-ce qu'on a découvert en 2006? Comment gérer une foule aussi importante? Quels sont les facteurs de risque impliqués? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo est le 3e épisode d'une série consacrée au mouvement de foule. Je vous invite d'abord à regarder les 2 premiers pour être sûr de bien comprendre la suite. Alors le défi de gestion de foule qui se pose pendant ce rassemblement religieux, c'est pas tant le nombre de personnes présentes, mais surtout le fait qu'elles font toutes la même chose en même temps. C'est un truc intéressant avec ce pèlerinage, c'est qu'il est très ritualisé. Alors comment ça se déroule? En simplifiant un peu, les pèlerins se rendent d'abord à la grande mosquée pour la circumambulation, puis ils se dirigent ensemble vers le mont Arafat, puis reviennent vers Mina pour le rituel de la lapidation et complètent le circuit en revenant à la Mecque. L'ensemble des rituels dure 5 jours et chaque étape doit être réalisée à un moment précis du pèlerinage, ce qui engendre des déplacements collectifs particulièrement dangereux. Cette étape de circumambulation, par exemple, elle est très impressionnante, mais en réalité, elle n'est pas si dangereuse. En fait, sur l'ensemble du circuit, tout est à peu près sous contrôle. Le seul moment très délicat à gérer, c'est le rituel de la lapidation, qui se déroule au 3e jour, et c'est autour de ce point précis qu'ont eu lieu tous les mouvements de foule enregistrés à ce jour. Alors pendant ce rituel, les pèlerins doivent lancer des pierres qu'ils ont ramassées sur la route, sur 3 piliers symbolisant le diable. Et on comprend tout de suite la difficulté logistique. Plusieurs centaines de milliers de personnes doivent s'approcher à quelques mètres d'un point particulier, donc forcément ça va engendrer des pointes de densité très importantes. Historiquement, les 3 piliers étaient de petits obélisques de pierre, autour desquels venaient se placer les pèlerins.
Quand il n'y avait pas trop de monde, ça allait encore, mais avec l'augmentation du nombre de pèlerins, le passage est devenu difficile et dangereux. La première solution fut d'accroître le rayon de sécurité autour des piliers, pour permettre à plus de monde de s'approcher en même temps. Mais ça reste encore très insuffisant. Les poteaux ont alors été remplacés par de larges piliers ovales pour devenir progressivement de véritables murs de 26 mètres de large. C'est Mais incroyable. toujours insuffisant. L'idée alors, c'est de prendre de la hauteur. En 2004, les autorités construisent un pont, le pont de Jamarat, qui permet aux pèlerins d'accéder aux piliers soit par le sol, soit par l'étage. Et au fil des années, ce pont est devenu une infrastructure gigantesque de la taille d'un petit aéroport. Il compte 5 étages et peut absorber le passage de 600 000 personnes par heure. C'est gigantesque. On pourrait y faire passer toute la population française en moins de 5 jours. Le souci, c'est que l'engorgement s'est déplacé ailleurs. C'est maintenant la rampe d'accès du pont qui constitue un sérieux goulot d'étranglement, et c'est exactement là que se produisent toutes les bousculades mortelles. Alors, un peu de théorie. Pourquoi un goulot d'étranglement, c'est dangereux? On pourrait se dire, ça va juste prendre un peu plus de temps, mais avec un peu de patience, tout le monde va finir par passer. Eh bien, en réalité, le goulot d'étranglement, c'est même le pire facteur de risque qu'on puisse imaginer en termes de gestion de foule. Parce que ça va provoquer une réaction en chaîne qui est particulièrement difficile à contrôler et souvent mortelle. Je vous explique ça avec un peu de maths. Imaginons un cas théorique d'une rue de 3 mètres de large qui se rétrécit ponctuellement à 2 mètres. C'est pas grand chose, on perd juste 50 cm de chaque côté pendant un bref moment. Dans une foule, le flux maximum théorique, c'est 73,5 personnes par minute pour chaque mètre de largeur. C'est le maximum, on ne peut pas aller plus vite. Donc pour une rue de 3 mètres de large, ça fait 220 personnes qui arrivent par là chaque minute. Et je prends bien le flux maximum possible, on ne peut pas faire passer plus de monde que ça dans une rue de 3 mètres de large. Au niveau du rétrécissement, en revanche, avec 73,5 personnes par mètre par minute, sur une largeur de 2 mètres, on ne pourra faire passer que 147 personnes par minute. Ça signifie qu'on a un différentiel de plus 73 personnes par minute. En clair, chaque minute qui passe, il y a 73 personnes en plus qui s'accumulent devant le rétrécissement. C'est simple, c'est juste des maths. Et c'est là que la réaction en chaîne se met en place. And why are you the only one who knows this? Why are the people that build these things, construct these paths, why don't they know this information? S'il y a 73 personnes en plus, ça signifie que les gens sont plus serrés, donc que la densité augmente. Et rappelez-vous ce qu'on a vu dans le premier épisode de la série. On avait dit qu'en augmentant la densité, on réduit le flux. C'est normal, quand on est plus serré, on marche moins vite, comme des voitures sur une autoroute. Donc en ajoutant 73 personnes dans le couloir, en fait on réduit encore plus le flux sortant. Et au passage, on augmente la pression. Après 1 minute donc, le flux entrant sera toujours le même, 220 personnes par minute, mais le flux sortant, lui, il aura diminué légèrement à cause de ces 73 personnes en plus. Au lieu de 147, il sera, disons, de 130 personnes par minute. Cette fois, le différentiel est de plus 90 personnes, donc à la fin de la 2e minute, on a 163 personnes supplémentaires dans le couloir. Et c'est de pire en pire. Après 3 minutes, on passe à 280 personnes en plus, et l'amplification continue exponentiellement. Au bout d'un moment, le flux sortant tombe à 0, et des 220 personnes qui arrivent par minute, aucune n'arrive à franchir le goulot d'étranglement. La pression augmente aussi avec la densité et finit par atteindre un degré que le corps humain ne peut plus supporter. C'est à ce moment que les premières personnes s'évanouissent et leur durée de vie dans ces conditions ne dépasse pas quelques minutes. La cause de la mort, c'est l'asphyxie. Eh bien, ce scénario catastrophe, c'est exactement ce qui s'est passé à l'entrée de la rampe d'accès du pont de Jamarat, dans tous les accidents recensés. On sous-estime souvent ce risque lié au goulot d'étranglement parce que c'est dur d'anticiper ce cycle d'amplification. Si par exemple des organisateurs pleins de bonnes intentions se disent que pour la sécurité des visiteurs, ils vont garer une ambulance le long de la route pour que les secouristes soient plus proches de l'action, eh bien, mauvaise idée, ils viennent tout simplement de produire un goulot d'étranglement. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire. C'est une erreur que je vois souvent dans la vie quand je me rends à des grands rassemblements. Alors, les gens vont pas mourir à chaque fois, mais c'est juste que si jamais il y a trop de monde, eh bien, on déclenche la réaction en chaîne. Alors, le rétrécissement, c'est d'ailleurs aussi la cause d'un autre mouvement de foule qui s'est produit récemment en Corée du Sud. Vous vous en souvenez peut-être, c'était la fameuse soirée d'Halloween à Séoul. Alors, ça c'était un désastre. Je vais faire une petite parenthèse rapide pour vous montrer ce qui s'est passé. Vous allez voir. Alors, c'était par ici, à côté de l'hôtel. Voilà, c'est là. C'est dans cette petite ruelle que s'est produit le mouvement de foule qui a fait quand même 159 morts, donc une terrible catastrophe. Et à nouveau, le goulot d'étranglement, il n'est pas évident à voir au premier abord, mais il est bien là. En fait, il se trouve que cette ruelle, elle fait 7 mètres de large en haut et seulement 3,60 mètres en bas.
Donc c'est exactement le même effet que tout à l'heure. Hein. Oui. Si un flux important circule du haut vers le bas, et c'est ce qui s'est passé le soir de Halloween parce que les gens voulaient rejoindre l'artère principale, eh bien on a la même mécanique d'amplification. Eh oui. Et ce soir-là, il y avait vraiment beaucoup de monde, hein, regardez ça. Alors ça, c'est l'entrée de la ruelle en haut, Ouais. et on voit que le flux est fortement ralenti, avec une densité déjà très forte. Hein. Et en bas, au niveau du rétrécissement, c'est encore pire. En plus, là, on a une multitude de facteurs de risque en même temps. Hein. On a un flux bidirectionnel, en plus du rétrécissement. Et surtout, on a une pente assez prononcée vers la rue principale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une personne a perdu l'équilibre dans la ruelle. Et avec l'effet de la pente, les gens sont tombés les uns sur les autres. Et Like a domino. Ils ne sont plus jamais relevés, quoi. Like domino. Vous voyez aussi à travers cet exemple que le contexte, finalement, il a assez peu d'importance. Entre une soirée d'Halloween à Séoul et le pèlerinage de la Mecque, c'est quand même le grand écart culturel. Pourtant, on retrouve exactement les mêmes facteurs de risque. Parce que dans le fond, on est plus face à un problème de physique que de sciences comportementales, comme on va le voir dans la prochaine partie. Alors, revenons à nos pèlerins. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006 pour provoquer une telle réduction de la fréquence des accidents? Eh bien, il se trouve que cette année-là, une équipe de chercheurs a été autorisée pour la première fois à venir collecter des données directement pendant le pèlerinage. Cette équipe était dirigée par Dirk Elbing, un physicien. Bruh. We have to get you a new hairdresser immediately. I don't know who's cutting your hair, but somebody... Il est bourré. Cette coupe de cheveux... Ouh, boy. Eh ben, dis donc. Bonne chance, mon ami. Bonne chance. De l'école polytechnique de Zurich, qui deviendra d'ailleurs la même année un de mes directeurs de thèse. Alors ces données, elles sont incroyablement précieuses parce que cette année-là, au 3e jour du pèlerinage, un nouveau mouvement de foule a eu lieu juste devant les caméras des chercheurs. Ce nouvel accident a fait 362 morts et c'est la première fois que des images d'un mouvement de foule sont analysées dans une publication scientifique. Alors, voilà ce que les chercheurs ont découvert. La caméra était positionnée juste ici, sur la rampe d'accès du pont Jamarat, c'est le fameux goulot d'étranglement qui a causé tant de problèmes. Ouais. On voit les 3 piliers ovales un peu plus loin. Ouais. Et ce que vous voyez sur ces images, c'est un flux de pèlerins qui s'avance de la gauche vers la droite. Au début, le mouvement est fluide, on dit qu'il est laminaire, mais la réaction en chaîne est déjà en train de démarrer. 5 minutes plus tard, à 11h53, le flux devient discontinu. C'est le signe que la densité a augmenté. C'est un effet d'accordéon que vous avez sûrement déjà vécu en voiture sur l'autoroute. Quand la densité est importante, les véhicules alternent entre des moments arrêtés et des moments où ils avancent. Et bien pour les piétons, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on voit par exemple ici, à l'entrée du pont de Jamarat. C'est pas un phénomène dangereux, mais c'est une alerte qui indique que la densité est en train d'augmenter. À 12h19, une nouvelle transition se produit. Cette fois, le flux perd sa directionnalité. Ça signifie que les gens ne se déplacent plus seulement de la gauche vers la droite, mais aussi involontairement sur les côtés et même vers l'arrière. Ouais. C'est ce qu'on appelle des turbulences. À ce moment, la densité atteint le chiffre terrible de 10 personnes par mètre carré, ce qui implique une pression très intense reconstituée sur ces images. Ce phénomène de turbulence, c'est une nouveauté scientifique, on ne l'avait jamais observé avant, et il est dû aux forces de pression qui s'exercent entre les individus. Alors, je vais vous lire un passage de l'article qui décrit ce phénomène pour la première fois. Donc vous voyez, c'est la publication de Dirk Elbing, qui est parue en 2007. Alors c'est un peu technique, mais au moins vous êtes au cœur de la science. Écoutez ça. Donc pendant les turbulences, le mouvement individuel est remplacé par un mouvement de masse avec des instabilités stick-slip. Alors ce terme, il est un petit peu difficile à traduire, c'est comme pendant un tremblement de terre par exemple, où vous avez des roches très serrées l'une contre l'autre, et puis d'un seul coup, il y en a une qui glisse, d'accord? Stick c'est collé, et slip c'est glissé. Ce qui conduit à des ruptures quand la pression de la foule est trop importante. Et un peu plus loin, comme dans un tremblement de terre, cela conduit à des événements soudains et incontrôlables de libération de pression. Donc c'est vraiment le même mécanisme qu'un séisme, avec une distribution de déplacement en loi de puissance, et on a le graphique qui va avec. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si on regarde sur quelle distance s'est déplacée une personne dans la foule entre deux instants, on trouve une distribution en loi de puissance, c'est-à-dire qui ressemble à ça. Donc la plupart du temps, les gens bougent très peu, mais de temps en temps, d'un seul coup, ils sont balancés super loin. C'est les fameuses ruptures. Et ici, par exemple, vous voyez la trajectoire reconstituée d'une personne dans la foule à ce moment-là, donc c'est vraiment très irrégulier. Ces phases de rupture, ça rappelle, c'est écrit dans la légende, une loi de Gutenberg-Richter pour l'amplitude des tremblements de terre. Et je trouve ça fascinant parce qu'on a complètement lâché les sciences comportementales et qu'on est vraiment maintenant dans la physique des fluides, la physique des tremblements de terre et de la matière granulaire.
Alors il faut bien comprendre que l'accès aux données du pèlerinage, c'était une révolution dans la discipline. Avant 2006, on travaillait essentiellement avec des modèles théoriques et des simulations, mais à partir de ce moment, on a commencé à avoir des données réelles d'accidents et la recherche a fait un bond en avant spectaculaire. C'est pour ça que les choses se sont grandement améliorées par la suite. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, une fois qu'on a toutes ces connaissances, on va les appliquer sur le terrain, donc on arrête d'improviser et on fait de la science. L'idée, c'est de réduire au maximum tous les facteurs de risque imaginables. Alors rappelez-vous, dans les épisodes précédents, on avait mis en place ce tableau de risque en examinant d'autres mouvements de foule. Eh bien, si on les passe en revue maintenant, on se rend compte que jusqu'en 2006, il y en avait quand même un paquet qui était présent sur le pèlerinage. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a tous optimisés un par un. Par exemple, surcharge et attente excessive. Eh bien, à partir de 2007, les pèlerins ont tous des horaires de passage prédéfinis. Donc on leur dit à telle heure vous pouvez aller ici et à telle heure vous pouvez aller là, en prenant soin évidemment de ne pas envoyer tout le monde au même endroit en même temps. Ça permet comme ça de contrôler et d'anticiper les flux sur les différents points de passage. Les paniers, qui sont principalement les 3 piliers, qui sont devenus de véritables murs dans une enceinte de 5 étages, ce qui permet d'augmenter la surface accessible. Flux opposé et angle droit, alors ça c'est intéressant. À partir de 2007, ils ont mis en place des artères de déplacement de foule qui sont toutes à sens unique et le plus droit possible. Ici, vous voyez les nouvelles rampes d'accès au pont de Jamarat, c'est très impressionnant. On voit ici les flux qui se dirigent vers le pont, et là, ceux qui en reviennent. Et ce sont toujours des routes séparées à sens unique. Concernant la vétusté, l'ensemble du site a été modernisé, en particulier avec une salle de surveillance vidéo équipée d'outils de détection automatique de danger pour réagir le plus vite possible au démarrage d'une réaction en chaîne. Et les goulots d'étranglement, bien sûr, on en a parlé avec l'accès au pont de Jamarat. Dirk Elbing recommande d'ailleurs d'éviter même de laisser les gens s'asseoir sur le passage parce que ça pourrait engendrer un petit rétrécissement de la voie et donc déclencher cette réaction en chaîne. C'est là qu'on voit toute la science en action, parce que gérer la sécurité des foules à la Mecque, c'est une opération gigantesque. Il faut bien vous rendre compte de la difficulté logistique et technique, et là, on est à la pointe de ce qu'on sait faire, et on se rend compte que ça marche. Enfin, presque. Malgré toutes ces mesures de sécurité et après 9 ans sans accident, en 2015, un nouveau mouvement de foule se produit. Et celui-là, c'est un triste record puisque c'est la bousculade la plus meurtrière jamais enregistrée avec environ 2300 morts. Et cet accident s'est produit à nouveau à l'entrée du pont de Jamarat. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Contrairement à l'accident de 2006 qui a été très transparent, celui de 2015 est resté très confidentiel. Même le bilan est mystérieux. Le gouvernement recense 769 morts, mais le décompte de victimes par pays atteint 2431 morts et 427 disparus, tandis qu'une enquête indépendante avance le chiffre de 2411 morts. On sait que l'accident s'est produit sur une des rampes d'accès du pont, donc ici c'est le pont et la bousculade s'est produite là. Et apparemment ce serait dû à une confusion sur le routage des pèlerins entre les routes 204, 223 et 206, ce qui aurait conduit 2 gigantesques marées humaines à se retrouver face à face. Alors on n'en sait pas plus sur l'origine de l'accident qui s'est d'ailleurs rapidement transformé en incident diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc forcément dans ce contexte géopolitique tendu, les chercheurs ils sont pas dans la confidence quoi. Et je trouve ça très dommage parce qu'on aurait pu s'appuyer sur cette tragédie pour renforcer encore nos connaissances et donc la sécurité future. Mais bon, ce sont des enjeux qui dépassent le monde académique. It's because it's their fault. It's their fault. And because it's their fault, they can't release all the information. Oh, even though it would help in the future to fix the mistake. You see how stupid that is? You guys are worried about the devil. You're throwing rocks to banish the devil. The devil is the one not giving the information. So this doesn't happen again. C'est un peu con. S'il y a une chose qu'on peut retenir, en tout cas, c'est qu'à ce niveau d'affluence, le risque est toujours présent. Les réactions en chaîne peuvent être très rapides et on estime que dans le cas de cet accident, toutes les personnes sont décédées en moins de 10 minutes. Donc ça va très vite, au moindre imprévu, les choses peuvent escalader à toute vitesse. Voilà, alors on ne pourra jamais en être sûr évidemment, mais à mon avis, le travail qui a été fait par les chercheurs sur le pèlerinage et toutes les découvertes scientifiques qui l'accompagnent ont probablement permis d'éviter des accidents dans d'autres contextes, comme des festivals de musique ou des rassemblements sportifs, et donc de sauver des dizaines, peut-être des centaines de vies ailleurs sur la planète. Voilà, j'espère que cette vidéo et toute la série sur les mouvements de foule vous aura appris des choses intéressantes. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur les plateformes de financement participatif. C'est essentiellement pour me faire aider sur le montage des vidéos, qui est une étape très chronophage. Donc comme ça, je pourrai en faire d'autres plus rapidement. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Good job again, brother. Good job again. En 2006, j'étais tout jeune doctorant, en fait, j'étais même pré-doctorant.
avec Dirk Elbing, et à ce moment-là, Dirk Elbing travaillait à la Mecque justement. Et il avait ramené des vidéosurveillances de la Mecque, en particulier d'une bousculade, d'un mouvement de foule. I was just gonna ask, why did we not... I was hoping I would see more, without trying to sound like I'm a crazy man who wants to see people die. But I would have liked to see in action the catastrophe occur, you know, to learn from it. And the next time I'm in a big ass crowd, I'll, you know, you understand, this is not good. This is a warning. Come on, let's move. Let's go somewhere else. You know, to know. But he didn't show us anything. I mean, he probably can't, because they don't want anybody to see that footage. They're trying to be secretive of what happened in 2015. C'est des données super précieuses, quoi. C'est comme la première fois que tu regardes à travers un télescope quand tu es astronome. Voilà, il y avait un défi là qui était incroyable, avec un retentissement évidemment mondial. Donc ça a été un prototypage, une démarche de gestion de foule un peu à 360, avec les apports de l'urbanisme, de la modélisation, de l'analyse des sites et puis de la gestion de la densité reliée à différents espaces. Je pense que ça a boosté malgré tout le champ scientifique autour de la compréhension de la gestion de foule. Si les conditions sont réunies pour qu'on ait une catastrophe, on aura une catastrophe avec beaucoup de victimes. Et on voit bien aussi dans le cas de la Love Parade à une autre échelle, dès lors que le processus est enclenché et qu'on arrive à ce seuil où la densité est telle qu'on a des gens qui commencent à mourir, ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Oui, ça va très vite. I mean, 3 million people. I guess the only thing you could do is, instead of it being 5 days or 7 days, you make it 1 month. You have a month to do whatever you're doing. And only 1 million people can be there at one time per day. You know, make rules. If that's too big, 500,000 people every day. That's it. Too bad. There's too many of you. Stop making so many babies. There's too many of you. And then you all want to go in one place at the same time. Just think a little bit. It's probably not a good idea. Anyway, this guy does some really good videos. I really like this guy. I just wish there was more visuals on this one. You know what I mean? I really wanted to see, like, well, I guess, you know, it's kind of violent if you actually watch it. But the more you see these things, the better you learn from them, is my opinion. Well, anyway, yeah, there's, you know, pilgrims. I don't know why they call them pilgrims. Well, pilgrims. Well, 3 million pilgrims. You know that there's an expression. That person was so fat, it looked like they put 5 pounds of shit in a 3-pound bag. That's what that person looked like. It's just a joke. It's an expression, but it's real. Right? If you have a bag that can hold 3 pounds, you don't put 3.5 pounds. You just don't. You put 3 pounds. So when the bridge narrows, that's it. You have to find a way. Well, no, the bridge can only hold 30. Well, guess what? You can only put 30. The 50 people before the bridge, I don't know. You got to find a way. You got to put a barrier or something. Say, 30 allowed in. That's it. Only 30. Only 30 at a time. But then you would need a guard and a police and everything all over the place, because you saw how many people and how many roads they were taking at the same time. It was crazy. Anyway, very interesting video. Interesting video. But this guy, woo boy, I would not try to challenge him in a math test. You know what I mean? This guy is smart. Il connaît son maths très bien. Oui, très bien. This guy was a straight A student in mathematics. I bet you anything on that one. Bon, anyway, excellent video. À la prochaine. Bonsoir. And now, I move on to the next one.